Hey, salut, moi c'est Yolande. Yo-yo, si tu préfères. Je suis née en 1945, pendant les Trente Glorieuses. Tu connais? Les Trente Glorieuses, qui concernent du coup la période entre 1946 et 1975, c'est une période de forte croissance économique et du coup de conditions de vie qui concerne bien sûr que les pays développés. On parle évidemment de consommation. On l'appelle aussi révolution invisible. Voilà, quand j'avais 15 ans, 1960, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont transmis surtout mes savoirs en peinture. Donc la peinture, pour elles, ça s'arrêtait aux impressionnistes, quoi. Il m'a fallu longtemps avant de me dire que je pouvais m'intéresser à autre chose, quoi, avant d'aller plus loin. Du coup, le pop art, disons que je l'ai découvert après qu'il fut déjà à la mode. Et moi, j'habitais Virton. Du coup, disons que là-bas, il n'y a pas beaucoup de choses qui parvenaient niveau culturel. Alors, le pop art, qu'est-ce que c'est? Le pop art, en fait, c'est l'art populaire. Mais encore, majoritairement, il est constitué, du coup, ce mouvement de publicité, de collage de magazines, d'objets du quotidien. Hmm. Lawrence Holloway prononce pour la première fois ce mot en 1955. Le pop art se développe pendant la confrontation entre les États-Unis et l'URSS. En gros, c'est la guerre froide. Ah! Bien sûr, les artistes sont influencés par ces conflits d'idées, donc le communisme et le capitalisme. Ça influe énormément sur leurs œuvres. Les artistes du pop art utilisent les images des médias de masse, de publicité, de produits de consommation. On peut dire que les années 50, c'est une période d'optimisme. Consommer! 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 Les artistes du pop art défendent plus l'attitude de l'œuvre, son intérêt, son impact, plutôt que l'œuvre d'art en elle-même. Une des rares représentantes du pop art belge, selon moi, c'est Evelyne Axel. Je sais pas si vous connaissez. Elle a disparu beaucoup trop tôt et je l'ai découverte assez tard. Mais je l'aime beaucoup. Dans le pop art, il y a Andy Warhol, mais moi j'ai envie de parler d'Axel parce que j'ai été voir une exposition à Namur et c'est dingue parce qu'elle a pas beaucoup. Enfin, on n'a pas entendu beaucoup parler d'elle, évidemment, parce que c'était une femme. Il faut savoir qu'à 2 ans, elle est quand même proclamée plus beau bébé de la province de Namur. Après ses études au lycée terminées, Evelyne commence à suivre des cours de céramique à l'école des beaux-arts de Namur. C'est là sans doute qu'elle acquiert une extraordinaire habileté manuelle. Mais elle se rend compte que l'école ne lui donne pas les ouvertures esthétiques qu'elle attendait. Elle change de cap et entre au Conservatoire d'art dramatique de Bruxelles. Vivre avec Racine, Molière et un poète comme Baudelaire est bien plus gratifiant. Elle a de bons professeurs, réussit ses examens, passe des auditions. La voilà comédienne. Elle monte sur les planches des théâtres bruxellois et est distribuée dans des rôles de plus en plus importants. Tout ça se passe en 1954. Evelyne Axel, ou avant prénommée Evelyne Deveau, elle choisit d'être Evelyne Axel pour le théâtre et la télévision. Devenue peintre, elle supprimera son prénom. Dans les galeries d'art de ce temps-là, une femme était rarement prise au sérieux, encore moins une jolie femme. Son mari, qui s'émerveille de sa franchise et de son humour, lui fait faire des interviews. Ça commence par Jeune artiste de Namur, un film dans lequel elle découvre les peintres d'avant-garde de sa ville natale. Ensuite, elle va travailler cette année-là à sa première création importante, la mise au monde de son fils Philippe. Elle exerce un métier sans problème et qui lui laisse le temps de s'occuper de son enfant, mais à partir d'un moment, elle finit par en avoir marre d'être pimpée tout le temps à la télévision et de parler de banalité. Agacée de n'être finalement qu'une marionnette souriante, elle arrête tout et s'installe à Paris. Elle reprend des cours de théâtre avec Charles Dulin, Tania Balakova pour affiner son métier. Elle entre dans la troupe de Julien Berthaud. Elle est Hermione dans Andromaque de son cher Racine. Berthaud lui promet la gloire. Les vacances de l'année la conduisent à la découverte de l'île d'Elbe, de Florence et de San Germaniano. Début d'une très rapide et belle carrière de comédienne, elle alterne toujours à Paris, télévision et théâtre. Alors du côté théâtre, elle va jouer Amphitryon de Molière au château de Fontainebleau. Et surtout, le plus important, un spectacle dans lequel elle dit les plus beaux poèmes de la langue française, Jardin français. Tout ça en 1960.
L'année d'après, en 1961, elle retourne à Bruxelles pour y jouer la fausse suivante de Marivaux. Ce sera ses adieux au théâtre. Elle finit par arrêter de faire des activités trop en rapport avec la profession de son mari. Sa vraie personnalité va se développer ailleurs. Elle a trouvé le lieu de son destin, une maison avec un grand atelier et un jardin à Bruxelles. Jusqu'alors, elle n'avait pas arrêté de dessiner. Elle s'amuse à faire des collages. Pendant que son mari s'intéresse au pop art et continue à faire des films en lien avec cet art, les galeries d'art refusent d'exposer Evelyne. Finalement, en 1966, Robert Giron, directeur du Palais des Beaux-Arts, finit par accepter d'exposer Axel. Il dit qu'il ressent qu'elle a le sens des couleurs, mais il veut la convaincre de passer à l'abstraction. Il ignore, le pauvre, que sa propre femme possède déjà 2 tableaux d'Axel. Début des années 70, elle voudrait oublier la méchanceté des hommes. Alors, un homme costaud, naïf et gentil lui revient à la mémoire. Tarzan. Grâce au cinéma, les rêves de son enfance se passaient dans une jungle féerique où elle s'identifiait à Jane. Il y a peu d'hommes dans ces tableaux. C'est finalement ce hurleur attendrissant qui appellera sans fin la femme retirée, seule, sur la plage de l'oubli. Elle nous laisse, sans l'avoir voulu, ce triste et beau message. Evelyn Axel, elle aimait la vie d'une façon organique, instinctive, inexorable. Le plaisir d'être bien dans sa peau, la sensualité. La musique pop, ou pop music, elle est née en Angleterre. Le pop art, lui, est né en Grande-Bretagne. Pareil, en 1955. La pop music, elle est là pour représenter et pour expliquer un peu le rock'n'roll et les nouveaux styles musicaux des jeunes. Sur les ondes, tout était accessible. Moi, j'aimais bien le jazz, le folk, et puis voilà, tout était accessible à cette époque-là, c'était génial. 15 ans, mon grand héros de la musique, c'était Beethoven. J'avais son buste pour me réfugier dans le grenier sur mon piano. Il y avait aussi Bartók, Stockhausen, Berio, Ligeti, et je les écoute plus vraiment maintenant. Les disques de 33 tours de leurs œuvres. J'avais clairement pas les mêmes goûts que mes copains et les copines. Alors quand j'allais à des surprises parties, bah avec les copains évidemment, on écoutait du Johnny, et c'était les débuts des yéyés. On avait aussi le bal du samedi soir près du kiosque. Et là, on dansait le tango cha-cha-cha, et puis il y avait le slow qui avait un grand succès à cette époque. Tous les styles, tous les pays, tous les rythmes. Les Beatles, on peut dire que c'est un peu les représentants du pop rock. C'est seulement à 18 ans que j'ai découvert les Beatles, en 1963 parce qu'une copine m'a fait écouter. Le pop rock, du coup, désigne plutôt un sous-genre qui est apparu un peu après. L'autre branche du rock and roll, du coup, c'est le rhythm and blues. On peut parler du coup des Rolling Stones. Mais plus tard, évidemment, ils vont reprendre l'étiquette rock'n'roll. En fait, le pop rock, on va dire qu'il met l'accent sur les harmonies vocales. La pop musique parle bien sûr souvent d'amour et des rapports entre les gens. J'ai tout de suite adopté. Je les adorais. J'ai moins accroché avec le Rolling Stone, bizarrement. Je sais pas, c'était trop violent, pas comme il faut pour moi. Trop bruyant. Ces jeunes, bien sûr, qui sont influencés, encore aujourd'hui, par ce rock'n'roll. Un grand brassage de styles et d'époques. La technologie a beaucoup influencé la pop musique avec l'enregistrement ou le synthé. Alors pour ce qui concerne la culture jeune, je pense que je suis passée à côté. À part à l'école bien sûr, mais sinon je vivais seule. Ma sœur aînée faisait ses études ailleurs et mes autres frères et sœurs, ils étaient dans leur monde à eux. On se retrouvait souvent dans un bowling à l'époque. Et du coup, après, je me retrouvais seule pour aller me promener. À cette époque-là, il n'y avait pas d'autoroute, il y avait plein de champs avec plein de fleurs. Ma culture, je me la suis fabriquée moi-même, en fait, en prenant ce qui me plaisait par-ci, par-là. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment de mode jeune. À cette époque-là, on était beaucoup plus libre. On n'exigeait rien au niveau des vêtements et tout ça, il n'y avait pas de discrimination. À mon avis, on était encore dans la mentalité d'après-guerre, tu vois. Du coup, ça change d'office. Et puis le repas, c'est ce qu'il y avait sur la table, c'est tout. Ma grand-mère, elle aimait bien me dire les Chinois, ils ont qu'un bol de riz par jour, donc tu termines ton assiette, hein !» Quand j'avais 13 ans, j'ai fait une découverte. Fanny, tu n'imagines pas. La découverte du monde à l'exposition universelle. Une énorme foi en l'avenir. Alors les loisirs, on se les fabriquait nous-mêmes aussi. Piano, bricolage, tourne-disque, balade à vélo. Dans les vacances, un peu chez ma marraine à Boisfort. Un peu à la mer, à Carnières, chez ma grand-mère. En fait, j'étais plutôt sérieuse comme jeune, à cette époque-là. À 16 ans,
j'ai commencé un petit peu à changer quand même. À 17 ans, je suis allée une année à Vancouver. Je me sentais capable de tout aborder. J'étais super libre et puis ça soignait un peu mes allergies, donc ça faisait du bien, je respirais mieux. Tout me semblait possible. C'est un petit peu plus tard que je me suis rendu compte en tant que fille euh, que beaucoup de portes étaient pas faciles à ouvrir. À mon retour, en 1963, j'ai pas revu ma bobonne. Elle m'a pas attendue. Par contre, à mon retour, j'étais au cinéma. West Side Story. J'ai adoré la musique. Un concert avec une salle pleine à craquer. La musique baroque, pour moi, c'était une des grandes découvertes, quoi. Le répertoire élisabétain, tout ça, c'était... Waouh. La musique de la Renaissance, en fait. À ce moment-là, je vivais à Bruxelles. J'ai commencé à apprendre la guitare et la photographie. J'ai adoré la photographie. J'ai aussi beaucoup fréquenté le musée du cinéma. De très bons films sortaient à cette période-là. J'ai pu voir les films que j'avais ratés. Par exemple, un film russe qui a eu beaucoup de succès, Quand passent les cigognes, ou encore Hiroshima mon amour. À cette époque-là, le cinéma avait une grande importance pour nous. D'ailleurs, à Vancouver, j'ai eu l'occasion de voir Jules et Jim. Les parents chez qui j'habitais là-bas, ils ont rien compris. Je sais pas pourquoi. Un événement qui m'a beaucoup marqué, c'est l'assassinat du président Kennedy. Alors, à 19 ans, donc en 1964, je commence à travailler. J'avais envie d'être indépendante. À ce moment-là, je me suis fait avoir facilement, comme tous les jeunes. Mais c'était le plein emploi à ce moment-là. Il y avait quasi pas de chômage, les gens pouvaient choisir leur boulot. À l'ULB, à la cité universitaire où j'étudiais, il n'était pas question de parler des amourettes à la fin de la carrière, pendant le repas de midi où on allait manger. Enfin, c'était uniquement politique. D'ailleurs, il y avait pas mal de bagarres parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Tout ça, ça me paraissait normal, ainsi que les manifestations contre la bombe atomique. Et du coup, en 1968, quand j'ai eu 23 ans, il y a eu une explosion de la société. Quand je dis explosion de la société, c'est vraiment chacun pouvait faire ce qu'il voulait de son avenir. Un peu moins à chacune, mais bon, on l'a compris plus tard. Ce qui ressort pour moi de cette époque-là, c'est une liberté dans tous les domaines et, et bonheur de toutes les façons. Ah, évidemment, c'était l'époque des hippies. Et je me sentais vraiment proche de leur façon de voir les choses, de voir le monde. J'aimais bien leur mentalité simplement, et d'ailleurs aujourd'hui je me sens encore 68arde. En 1973, du coup, les sociétés apeurées ont commencé à vouloir prendre les rênes. Ça a commencé avec la crise du pétrole. Avant, on n'entendait pas ce mot crise. Maintenant, ça fait partie du langage. Vous parlez du plein emploi. Eh ben, en 1975, tout ça, ça a commencé à s'arrêter. Le chômage, il est venu compliquer la vie. Tu vois ce fameux libre examen qui est vanté par l'ULB? C'est dans les cours à l'UCL que j'ai vraiment compris ce que c'était le libre examen. Il fallait le signer pour être engagé là-bas. Mais c'était pas vraiment pratiqué. Au niveau des spectacles, j'avoue que je me rappelle pas trop. J'allais souvent dans les expositions. C'était des expositions avec les artistes du moment, puis voilà, j'aimais bien. Et je me dis que j'ai vraiment une énorme chance d'avoir vécu à cette époque-là. Je m'en suis jamais remise.